La Suède confirme un sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Les analyses révèlent des restes d'explosifs sur le site. De nouveaux bombardements russes privent d'électricité 10 millions d'Ukrainiens qui se préparent déjà à affronter un hiver très froid. Ils sont encore sous le choc, les habitants d'un village polonais frontalier de l'Ukraine, après la chute mardi d'un missile meurtrier. Justice a été rendue. Les proches des victimes du crash du vol MH17 de Malaysia Airlines soulagés à l'annonce du verdict. 3 hommes écopent de la perpétuité. La retraite pour Nancy Pelosi, elle ne sera plus la chef des démocrates à la Chambre des représentants, mais restera comme l'une des grandes figures de la politique américaine. Les explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique relèvent du sabotage. C'est le procureur en charge de l'enquête préliminaire menée en Suède qui l'affirme ce vendredi. Les analyses ont mis au jour des restes d'explosifs découverts sur le site. L'enquête doit se poursuivre pour définir si quelqu'un peut être poursuivi pour crime. Fin septembre, 4 énormes fuites de gaz avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne, toutes dans les eaux internationales. 2 se trouvent toutefois dans la zone économique suédoise et 2 dans celle du Danemark. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les 2 pipelines qui relient la Russie à l'Allemagne ont été au cœur de tensions géopolitiques, attisées après la décision de Moscou de couper les livraisons de gaz à l'Europe. Hors service au moment des faits, ces gazoducs contenaient toutefois d'importantes quantités de méthane qui se sont échappées pendant plusieurs semaines. Plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, ont été jeudi les cibles de frappes russes. Cette nouvelle salve de bombardements contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes notamment a engendré à nouveau des coupures d'électricité. Les attaques de missiles contre l'Ukraine se sont poursuivies toute la journée, avec les conséquences qu'on leur connaît. Elles ont donné lieu à de nouvelles coupures d'électricité qui se sont ajoutées à celles qui étaient déjà planifiées. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés de courant. Ces frappes russes coïncident avec l'arrivée des premières neiges en Ukraine et alors que les températures pourraient bientôt chuter jusqu'à moins 10 degrés. Des habitants rencontrés dans les rues de Kiev restent pourtant confiants. L'hiver sera une nouvelle bataille, mais les Ukrainiens sont combatifs. Je sais que notre foi est si forte que nous allons survivre à tout cela. Nous allons surmonter l'hiver. Évidemment, nous ressentons l'hiver et il serait stupide de nier que plus le froid va s'intensifier, plus la menace d'un hiver très difficile, au bas mot, nous attend à Kiev. Mais il ne fait aucun doute que nous le surmonterons. Nous y arriverons. À Kherson, l'euphorie cède parfois la place à de la frustration avec des cohues autour de la distribution de produits de première nécessité. Mais les habitants s'attachent à toujours voir le verre à moitié plein. Nous avons réussi à tenir pendant plusieurs mois sous occupation, alors je pense que nous allons passer l'hiver. L'essentiel est de récupérer l'électricité. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté jeudi une nouvelle résolution. Elle appelle la Russie à se retirer de la centrale de Zaporijia et à stopper ses actions contre les sites nucléaires ukrainiens. Enfin, l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine a été reconduit pour les 4 mois d'hiver. Depuis la Russie ou depuis l'Ukraine, l'enquête doit encore déterminer d'où le missile meurtrier qui a frappé un village polonais mardi a été tiré. Sur cet incident tragique, le secrétaire d'État américain s'est une nouvelle fois exprimé depuis Bangkok, où il assiste à un sommet de l'APEC. Quelle que soit la conclusion de l'enquête, nous savons déjà qui porte la responsabilité ultime pour cet incident tragique, la Russie. Mercredi, le président polonais considérait, lui, qu'il était hautement probable que le missile provienne de la défense ukrainienne. Andrzej Duda a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas contre l'observation de l'enquête par des responsables ukrainiens. La participation de Kiev devant être cependant régie par le droit international et des traités mutuels. Des experts ukrainiens sont ainsi arrivés en Pologne ce jeudi et devaient rejoindre le village polonais frappé par le missile. Situé près de la frontière avec l'Ukraine, ce village d'un peu plus de 500 habitants panse ses plaies. Ce tir de missile a tué 2 hommes d'une 60aine d'années. Les villageois sont encore sous le choc. Nous ne nous attendions pas vraiment à ce genre de choses, même si les accidents arrivent. Surtout quand la guerre se déroule à seulement 6 km du village.
De leur côté, l'OTAN et les États-Unis soutiennent l'hypothèse de Varsovie selon laquelle le missile aurait été tiré par la défense aérienne ukrainienne, réitérant cependant leur soutien à Kiev dans son droit à l'autodéfense et leur pleine solidarité avec la Pologne. Le soulagement des proches des victimes du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. Ce jeudi, un tribunal néerlandais a condamné par contumace 3 hommes, 2 Russes et un Ukrainien à la réclusion à perpétuité. Un autre mis en cause a été acquitté. Je trouve que le verdict est équilibré. Il met en avant l'implication de l'État russe. Selon moi, c'est équilibré car l'un des suspects a été acquitté et les autres ont écopé de la perpétuité. C'était un procès équitable. C'est un verdict bien équilibré et bien réfléchi. Nous voulions obtenir justice et nous avons obtenu justice. Les familles des victimes étaient venues du monde entier pour assister à l'énoncé de ce verdict très attendu devant un tribunal hautement sécurisé près de l'aéroport d'Amsterdam où l'émotion était vive. Je suis vraiment très heureuse. En conduisant ce matin pour venir ici, je le sentais. Je savais déjà. J'ai eu ce sentiment positif toute la semaine. Je savais qu'il serait reconnu coupable et condamné. Donc oui, il n'y a pas mieux que ce moment à l'heure actuelle. Le 17 juillet 2014, l'avion du vol MH17 de la Malaysia Airlines reliant Amsterdam à la capitale malaisienne s'écrasait dans une zone de l'est de l'Ukraine tenue par des séparatistes pro-russes. Les 298 passagers et membres d'équipage étaient tués dans le crash. Elle avait été la première femme au perchoir des États-Unis, c'est-à-dire la présidente de la Chambre des représentants. Nancy Pelosi, 82 ans, quitte son fauteuil et la tête du Parti démocrate. Au perchoir à sa place, il y aura un républicain, puisqu'ils ont remporté lors des élections de mi-mandat la Chambre basse. Nancy Pelosi, sous les applaudissements d'élus démocrates essentiellement, a donc annoncé son départ, évoquant ses 35 années passées à la Chambre, mais aussi des moments sombres, comme l'assaut du Capitole en janvier 2021. Troisième personnage de l'État américain, elle est connue pour son rôle de première opposante à Donald Trump. Cet été, c'est sa visite à Taïwan qui a beaucoup fait parler. Elle avait provoqué la colère de Pékin. Nancy Pelosi a eu un mot aussi pour son mari qui a été blessé en octobre lors d'une attaque au marteau chez eux. L'assaillant voulait s'en prendre à elle. The House will be in order. Des stades flambant neufs construits en plein milieu du désert au Qatar s'apprêtent à accueillir dès dimanche la 22e Coupe du Monde de football, sur fond d'appel au boycott et de controverses multiples, notamment autour de la question des droits humains. Rarement un mondial n'aura suscité autant de polémiques, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut rappeler la mission du football, celle de réunir les peuples. Le football rapproche les gens, il construit des ponts. Tous ceux qui aiment le football, qui font partie d'une équipe, qui font partie d'un groupe de supporters, qui participent aux encouragements, savent que le football a cette magie unique de rassembler les gens. 32 équipes sont en lice, dont l'Argentine de Lionel Messi, qui dispute peut-être son dernier mondial, tout comme son rival portugais Cristiano Ronaldo. La France de Kylian Mbappé espère quant à elle briser la malédiction d'une élimination dès le premier tour pour un champion du monde en titre. À travers ce mondial, le Qatar espère faire taire les critiques et surmonter les nombreux défis de l'organisation. Premier match ce dimanche entre le pays hôte et l'Équateur. Le correspondant d'Euronews au Qatar explique que l'excitation monte ici à Doha. Les habitants attendent ce moment depuis plus de 12 ans maintenant. La population du Qatar ne dépasse pas les 2 millions d'habitants. Ce chiffre a déjà considérablement augmenté alors que le coup d'envoi n'a même pas encore été donné. Ici, dans la capitale du pays, de nombreux bâtiments sont couverts de drapeaux des pays participants. Il y a aussi des peintures murales représentant des joueurs. En 2018, plus de 3,5 milliards de téléspectateurs avaient regardé la Coupe du Monde en Russie. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dit s'attendre à ce qu'il y ait environ 1,5 milliard de téléspectateurs supplémentaires pour cette édition qatari. Beaucoup se demandent si le plus petit pays hôte de l'histoire du mondial va réussir son tournoi. Sam Ashu for Euronews in Doha.